L'intervention de Marie-Christine Blandin concerne plus spécifiquement l'historique et le contenu de la récente loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Son historique et son futur, je l'espère. Oui. Alors, cette proposition parlementaire, donc ce n'est pas une initiative du gouvernement, c'est une initiative portée par des élus. C'est la première proposition de loi écologiste à avoir abouti. Et depuis, il y en a d'autres et nous en sommes très contents. Quand on regarde les dates, elle a été déposée le 28 août 2012 et elle a fini sa navette et été promulguée le 16 avril 2013. Eh bien, vous savez, dans le Parlement, c'est assez rapide, ça. C'est pas déshonorant. Quelques mois pour qu'une loi fasse son chemin, c'est rapide. Alors tout de suite, je vais doucher votre enthousiasme. Les décrets ne sont pas sortis. La commission n'est pas installée. Donc, ça, quand même, il faut apaiser les choses. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a maintenant, au nom de la transparence, un site qui s'appelle Légifrance, sur lequel vous pouvez aller regarder n'importe quel titre de loi. Et en face, article par article, vous savez si ça s'applique directement ou bien si on attend un décret sur tel article ou tel article. Et le nôtre, il était prévu pour décembre 2013. Si je ne suis pas arrivée à 16h30, je vous l'ai dit, c'est parce que je ne savais pas qu'il faudrait y être, mais aussi parce que à midi, moi, j'étais au ministère pour plaider la cause de ces décrets, leur contenu et quelle méthodologie on leur donne pour qu'ils soient de qualité. Quelle est l'origine de la loi? Elle est associative, citoyenne, militante. Cette loi a été générée par l'expérience et la douleur de tas de lanceurs d'alerte, chercheurs, professionnels, riverains, qui ont été vraiment fragilisés dans leur carrière, dans leur vécu quotidien, dans leur budget familial, dans leur honneur. Enfin, toutes les formes sont permises pour essayer de décourager un lanceur d'alerte qui a l'outrecuidance de proposer une analyse d'un problème, d'un risque ou d'un danger et de le dire publiquement, alors que ce qu'on appelle les autorités disent « mais non, dormez tranquille, il n'y a aucun problème ». C'est ça un lanceur d'alerte. Quand sur les procès passés et à venir de l'amiante, par exemple, les juges, les magistrats vous disent « mais depuis quand savait-on » Mais si vous explorez cette simple question, vous vous apercevez qu'il y a 1000 façons de répondre. Jusqu'après l'interdiction de l'amiante, l'Académie disait encore qu'il n'y avait pas de problème dans telle ou telle forme de contamination, alors qu'en 1907, des ouvrières, des pneumologues et un inspecteur du travail écrivaient déjà à leur hiérarchie pour en dire tout le danger. Donc quand est-ce qu'on savait? On sait depuis très longtemps, mais les autorités reconnues, elles, ne semblaient pas savoir depuis très longtemps. Et là, c'est intéressant de fouiller un petit peu. Est-ce qu'elles étaient de mauvaise foi ou de bonne foi? Est-ce qu'elles ont voulu savoir? Est-ce qu'elles n'ont pas voulu savoir? Est-ce qu'elles se sont donné les moyens ou pas de savoir? Et quelle architecture institutionnelle elles ont installée pour évaluer le danger, évaluer le risque, séparer la décision, l'arbitrage politique d'interdire telle substance ou de tenir les gens à l'écart de telle substance. Par quel mécanisme ça se fait? Est-ce que les gens qui ont des conflits d'intérêts dans la promotion d'un matériau se trouvent dans les instances qui vont dire si oui ou non on le retire de la circulation? Tout cela interpelle fortement la décision. Bref, on a fait monter cette loi.
Sciences citoyennes s'y est beaucoup impliqué. André Cicolella, ici présent. Et c'est en mars 2008, ici au Sénat, qu'on a accueilli un colloque sur l'indépendance de l'expertise et la protection des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, les lanceurs d'alerte, c'était tellement passionnant qu'on a peu travaillé sur la déontologie de l'expertise. On a beaucoup trop, enfin pas trop, mais il aurait fallu un deuxième colloque là-dessus parce que tout le colloque a été occupé par les éthers de glycol, l'amiante. Et depuis, moi, je me suis investie dans d'autres études ici au Sénat sur le vaccin contre la pandémie, entre guillemets, la pandémie grippale, les prothèses PIP, les irradiés d'Épinal, etc. Enfin, il en vient sans arrêt. Bon, pourquoi on a réussi à sortir la loi après tout ce travail associatif? C'est simple, les écologistes sont dans la majorité de gauche. La majorité de gauche, maintenant, a le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat, vous vous rendez compte? On va faire tout ce qu'on veut, c'est merveilleux. Donc, les conditions nécessaires étaient réunies. Je peux vous dire qu'elles ne sont pas suffisantes. Alors, ça a été très facile de mettre le texte au débat 21 novembre 2012 dans l'hémicycle, mais pour trouver une majorité pour le voter et un ensemble de ministres pour nous accompagner, ça a été beaucoup plus difficile. Je vais les reprendre en ligne. Madame Fiorasso, non, je suis en train de préparer une loi sur la recherche, on ne va pas se mettre les chercheurs à dos en disant que quelquefois ils se trompent. D'accord, merci. Madame Marisol Touraine, mais je ne vois pas bien ce que vous voulez, nous avons le Conseil de l'ordre des médecins pour prévenir tous les abus. Oui, d'accord, c'est pas le sujet, c'est pas grave, on va aller voir l'autre. Le Foll, je l'avais oublié. D'ailleurs, j'ai eu tort parce que on aura besoin pour plus tard. Le ministre du Travail, M. Sapin, je suis en pleine négociation partenariale entre employeurs et syndicats. On négocie virgule après virgule, ne vient pas perturber cet édifice avec des problèmes qui mettraient en cause les CHSCT ou pas. Donc, c'est vraiment pas le moment. Et c'est la petite Delphine Bateau, à l'environnement, qui a dit moi, je veux bien essayer. C'est M. Lioncan, chercheur à l'Élysée, dont j'ai dû aller tirer les sonnettes pour dire mais enfin, vous qui avez dit sur France Culture, il faudrait un gendarme de l'expertise, je vous apporte quelque chose. Et donc, avec de la volonté, en retricotant tout ça, on commençait à éclaircir le paysage ministériel. Alors, on est passé ici, au Sénat, et le président du groupe socialiste m'a dit « Oh là là, moi vivant, ça passe pas ce genre de truc. L'urgence de la gauche, c'est l'emploi. » Oui, nous aussi, on s'en occupe de l'emploi. Mais enfin, ça n'empêche pas de faire d'autres choses bien à côté, quoi. Les communistes ont dit « Oh là là, on touche au droit du travail, tu vas peut-être fragiliser les CHSCT, pas de tout ça, Lisette, on le sent mal, ton texte. » Et la droite était contre. Alors, heureusement, on était quand même 12 sur 350, donc on était sûr de réussir. Et on a continué, on a fait un peu le côté palestinien, quoi. Arrêtez-moi ou je casse tout. Si les écolos n'arrivent pas à passer leur première loi, c'est pas la peine qu'on reste là. Nanani, nanana. Tantôt gentil, tantôt criant. Et là, l'écran s'est déchiré un jour parce qu'il y a un journaliste qui s'appelle Stéphane Foucard, le même qui avait fait l'interview d'André Cicolella il y a très longtemps pour révéler comment on essaye de faire taire les gens, qui a fait une page dans Le Monde qui s'appelait « Pour sauver les Irène Frachon de demain ». Et cette page dans Le Monde a circulé dans les couloirs du Sénat comme une traînée de poudre, pas sur le mode « Regardez comme ce qui est écrit est juste et nous allons le voter ». Ça a circulé sur le mode « Regardez comme les écolos sont puissants, ils arrivent à sortir une page dans Le Monde alors qu'on avait téléphoné à personne ». Et donc, oh là là, si on donne pas suite, on va être mal. Et c'est ça qui a fait avancer les choses. Donc, quand vous parlez de mobilisation citoyenne, c'est impressionnant les déterminants pour lever des blocages politiques ou affectifs à un moment donné. Le rapporteur écologiste de la Commission du développement durable, de par la nouvelle Constitution, doit prendre le texte que propose l'auteur, le mettre dans sa commission avant que ça aille dans l'hémicycle et le travailler. Et là, il a ramené le texte et la commission a rendu un avis négatif.
Donc un texte qui arrive en séance avec un avis négatif de la commission, on ne peut pas dire qu'il était baptisé par une bonne fée. Donc il a fallu revenir à l'attaque, et on a gagné le passage de notre texte, mais on a perdu l'appellation de haute autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, a été sorti un rapport de la Cour des comptes qui disait « il y a beaucoup trop de hautes autorités, ça coûte très cher, on gâche l'argent public, on arrête de faire des usines à gaz ». Et paf, on est tombé juste à ce moment-là. Et donc, c'était pas pratique. Voilà. On a perdu des cellules d'alerte sanitaire et environnementale. Parce que ces cellules, ça gênait les gens des CHSCT. On a perdu la rédaction de la partie sur le statut de lanceur d'alerte qui reprenait bien qui reprenait nos ambitions au profit d'une rédaction prévue par la loi Bertrand afin d'apporter, soi-disant, une meilleure cohérence. Par contre, il y a eu des points positifs, élargissement du droit de saisine de la commission par des établissements publics ou d'enseignement supérieur. À la veille du passage en hémicycle, on a fait une conférence de presse avec André, que je remercie, avec les messages de Christian Vélo, de Ménéton, le soutien de l'urgentiste Pelou, etc. Et puis dans l'hémicycle même, la version atténuée ne trouva pas tous ses électeurs de gauche. Il y a des majorités de gauche, mais elles sont élastiques. Les communistes nous avaient rejoints, les socialistes ont soutenu, mais les amis de Chevènement s'opposaient. Et ce sont des centristes, dont Chantal Joanneau, qui ont apporté les voix nécessaires, sinon on n'avait pas de texte. Pour 173 contre 167. Vous voyez, ce n'est pas une majorité écrasante quand même. Il faut bien mesurer ça. À l'Assemblée nationale, le texte trouva d'autres fourches codines. D'abord, il a changé de commission. C'était plus le développement durable, c'était la commission des affaires sociales. L'Assemblée nationale a voulu distinguer le droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale du droit d'alerte aujourd'hui accordé aux salariés dans les entreprises en cas de danger grave et imminent. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'un salarié en cas de danger grave et imminent a un droit de retrait. Donc ils ont voulu séparer pour pas qu'une alerte sanitaire et environnementale ne donne droit de retrait. Les alertes dans l'entreprise devront désormais être transmises à l'employeur par le travailleur ou par le représentant du CHSCT, l'employeur disposant d'un délai d'1 mois pour y donner suite, sans quoi, là, on retombe sur le mécanisme vertueux qu'on avait envisagé. L'article 16A, dont on était très fiers, c'était une sénatrice, Aline Archimbaud, qui avait réussi à mettre ça sur la responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises. Il n'a pas résisté à l'Assemblée nationale, celui-là. Il a été supprimé. Au retour au Sénat, on ne s'est pas engagé à recorser notre texte, on avait trop peur. On a fait un vote conforme. Mais 25 votes contre la loi du groupe centriste en première lecture se sont transformés en abstention. Pour 174 contre 143. Voilà, ça vous donne tout l'itinéraire d'une loi jusque son vote. Politiquement, j'attire votre attention sur le fait que ce fut davantage une loi concédée politiquement aux écologistes qu'un texte d'adhésion culturelle. Et les lois suivantes de notre initiative, les pesticides de Joël Labbé ou les ondes de Laurence Abeille, ont suivi le même sort. Accueil froid, soutien frileux, érosion lamentable. On a gagné sur le Wi-Fi dans les crèches, on ne les a pas dans les écoles, on continuera à les avoir dans les écoles. Sur les pesticides, on n'a pas voulu que ça s'applique aux cimetières, etc., etc. Il y a toujours des petits morceaux d'enlever dans nos propositions. Il faut que vous sachiez qu'une loi qui est votée, promulguée, même avec ses décrets, n'est pas d'emblée un acquis. Et c'est le sujet de votre colloque, c'est la vraie démocratie, la participation des citoyens.
Je suis désolée de sortir du sujet. Nous avons fait une belle loi sur la refondation de l'école. Dedans, il y a un paragraphe qui dit « Désormais, les maîtres et maîtresses d'école seront formés dans des écoles supérieures du professorat situées dans les universités. La formation se fera par des universitaires et des animateurs de l'éducation populaire et des artistes et des gens de la résolution non violente des conflits. » Que croyez-vous qu'il arriva? On s'est battu pour ça, hein. Vous pouvez aller vous balader dans les universités, chercher les animateurs d'éducation populaire. Non seulement ce n'est pas mis en œuvre, mais même des gens vertueux. Je viens de rencontrer quelqu'un qui s'occupe de ça à Toulouse, un grand mathématicien qui s'appelle Xavier Buff. Il m'a dit oh, mais c'est moi qui suis responsable des formations, mais c'est passionnant ce que tu me dis sur les animateurs et les artistes, mais je ne le savais pas. Voilà. Donc, c'est important que les citoyens fassent vivre la loi. Hein? Bon, c'est un exemple à part, mais ça vous donne une idée de ce qui peut se passer sur le terrain. Donc, il faut veiller au grain, surveiller les décrets, je vous en ai parlé, garantir les moyens, empêcher pour le futur des nominations contre nature. Hein, ce serait gênant qu'on nous mette quelqu'un qui vienne d'Areva. Je prends un exemple, par exemple, un truc comme ça. Il faut empêcher la bunkérisation de certains organismes. Un mois après la promulgation de notre loi, par une fuite interne d'un lanceur d'alerte, une journaliste d'un grand quotidien national, lanceuse d'alerte, me téléphonait pour me dire le nouveau règlement de l'Agence du médicament écrit que tout chercheur à l'intérieur qui divulguerait à l'extérieur une alerte serait punissable de prison et de je ne sais plus combien de centaines de milliers d'euros, etc. Donc c'était le contraire de notre loi. Donc panique à bord, je m'exprime sur les ondes, ça marche bien, hein, les ondes, qu'est-ce que ça marche mieux que de téléphoner. Heureusement, je ne sais jamais, enfin bref, voilà, était de bonne composition et la bunkérisation ne venait pas de lui. Il est venu dans mon bureau avec son juriste, le règlement a été corrigé et cette partie crapuleuse a été totalement éradiquée. Mais il y avait quand même une plume à l'interne qui avait essayé de verrouiller les choses. Donc, il faut vraiment veiller au grain. Il faut aussi répondre aux tribunes assassines dans laquelle de hauts fonctionnaires essaient de reprendre par leur ascendant ce que la démocratie leur a fait perdre de pouvoir opaque. Vous en trouverez beaucoup dans la presse de ces tribunes qui disent que c'est vraiment une loi calamiteuse et que c'est la négation de la démocratie, etc. Donc, c'est un travail militant où chacun doit prendre sa part, les parlementaires, les ministres, bien sûr, mais les associations, les médias, et tout attentisme fragilise vraiment la suite. Pourtant, un morceau comme ça, c'est un maillon de démocratie. Ce matin, j'ai passé mon temps à remplir ma déclaration d'intérêt. Vous savez qu'il y a la loi de transparence. Alors, c'est bien parce que j'avais beaucoup de cases où j'ai gagné du temps. Hein. Néant, part dans une entreprise, part de ceci, part de cela, profession qui continue, etc. Néant. Ce qui laisse à penser qu'il y a des liens noués entre certains intérêts qui pourront désormais être un peu mieux contrôlés. Sciences citoyennes a fait récemment au Sénat un colloque un peu sur le même sujet, les lanceurs d'alerte, et Madame Meyer, avec Transparency International, nous a apporté toute sa compétence pour dire que la haute autorité de la transparence de la vie politique, c'est quelquefois un peu dommage de chasser les Cahuzac qui se promènent et puis de faire un autre organisme pour les scandales sanitaires et environnementaux, de proposer que nous ayons une seule haute autorité qui s'occupe de tout. Je vous laisse ça au débat parce que ça peut être un lieu d'enterrement et d'embouteillage. Et il est peut-être plus intéressant d'avoir un décret qui fasse notre commission, qui fasse vivre l'alerte en matière de santé et d'environnement. Et dans 4-5 ans, si on veut regrouper les organismes, nous le ferons.
Ben voilà, je vous ai tout raconté. Merci de votre action, merci de votre vigilance. Franchement, le pouvoir médiatique en est effrayant, parce que pour moi, ça a été, je le reconnais sans l'avoir stimulé, déterminant. Et quand on sait qu'en France, la majeure partie de la presse se trouve dans la main de groupes capitalistiques qui gèrent la privatisation de l'eau, qui vendent des armes ou qui bétonnent, vous comprenez que les sujets écolos, de régie publique sur l'eau, de paix et de reverdissement ne vont pas dans le sens de leurs mêmes intérêts. Donc, vive les journalistes qui résistent. Oui.